Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le jeudi 6 janvier 2022. Dans l'actualité ce soir, personne n'échappe à la crise. Tous les secteurs économiques sont impactés par ce contexte sanitaire perturbé. Comment se portent les ventes de livres chez les petits commerçants? Emmanuel Jaude a rencontré des libraires du côté d'Albertville en Savoie. Reportage à suivre. Et puis les premières minutes après un drame sont souvent précieuses. Que faire lorsqu'on est témoin d'une avalanche en montagne? C'est ce que tente d'expliquer au grand public l'équipe des Safety Shred Days. Zoom sur la 4e édition de cet événement à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, le troupeau de Saint-Laurent a bien été abattu. Un cas de brucellose avait été détecté à l'automne dans le cheptel. La loi oblige dans ce cas à abattre toutes les bêtes de l'exploitation. Redoutée des éleveurs, cette maladie bactérienne peut se transmettre à l'homme lors de contact avec l'animal infecté ou en mangeant des produits au lait cru contaminés. Un collectif soutenu notamment par des élus écologistes, des vétérinaires et des agriculteurs s'était formé ces dernières semaines pour réclamer que les vaches soient épargnées. Une pétition avait recueilli près de 92 000 signatures. Ce jeudi, le préfet de la Haute-Savoie, Alain Espinasse, a déploré une décision extrêmement difficile à laquelle il n'était cependant pas en mesure de déroger. Je vous propose de l'écouter au micro de Manon Toiti et de Maël Aubert. La brucellose soulève une question à laquelle la réglementation s'efforce de répondre, majeure, qui est celui de la préservation de la santé humaine. La brucellose est une maladie grave, est une maladie extrêmement contagieuse, qui se transmet de l'animal à l'homme, qui peut se transmettre directement, ou bien qui peut se transmettre par la consommation de produits au lait cru. C'est ce qui avait déjà été le cas en 2012. Pourquoi est-ce que je me réfère à 2012? Tout simplement pour dire que cette maladie et sa transmission à l'homme n'est pas une théorie, c'est une réalité. C'est une réalité qui a été constatée déjà il y a 10 ans. Et donc cette maladie extrêmement dangereuse, extrêmement contagieuse, il est important qu'on en protège les populations. Donc la réglementation qui existe aujourd'hui et qui prévoit que lorsqu'un animal dans un cheptel est identifié positif, c'est tout le cheptel qui doit être abattu, c'est tout simplement parce qu'à la différence d'autres maladies comme la tuberculose bovine par exemple, ce n'est pas possible de savoir si un animal qui est testé négatif est bien négatif. Tout simplement parce que l'animal peut être porteur sain et la maladie se déclencher quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard. En tout cas, il y a une certitude, c'est que cette réglementation qui a été appliquée là, elle procède d'une réglementation européenne. Et si les choses doivent évoluer, ce n'est pas la France seule qui peut décider de faire évoluer une réglementation. La réglementation européenne dont elle procède doit évoluer aussi. Nous allons régulièrement dans ce journal à la rencontre des professionnels impactés par la crise sanitaire. Les libraires ne font pas exception. Ils ont souffert des différents confinements, mais le secteur se relève peu à peu, et ce, notamment grâce à une prise de conscience des consommateurs. Ils sont de plus en plus nombreux à s'adresser davantage aux commerçants locaux pour trouver leur prochaine lecture, même si le bilan des bouquinistes reste mitigé. C'est ce qu'a constaté en tout cas Emmanuel Jaude du côté d'Albertville. Reportage. Si le marché du livre a lourdement été impacté par la pandémie ces dernières années, polars, romans et autres SF semblent peu à peu retrouver leurs lecteurs. En librairie, on ne peut que se réjouir de constater une évolution de la façon de consommer, plus locale. Peut-être l'une des rares bonnes choses engendrées par le Covid. On se rend compte que les gens qui avaient fait le choix et qui avaient compris l'impact de leurs achats dans les circuits courts, le local, ils sont restés sur ces idées-là et ils ont été fidèles. Et non, c'est chouette, ouais. On est confiant. Là, ça s'est condensé sur les 2 dernières semaines. Mais oui, on est plutôt content. On n'a pas atteint le plafond de verre de l'année dernière, mais on a bien fonctionné. Le livre est toujours à l'honneur dans les cadeaux de Noël, au pied du sapin. Un constat qui trouve toutefois ses limites du côté du marché d'occasion. Chez cette bouquiniste installée depuis une grosse année à Albertville, les clients sont rares et ce, malgré les fêtes et les vacanciers. Ça a été très très calme. Il n'y a pas eu grand monde. Bon, il y a quelques clients qui sont venus, qui ont découvert la boutique et qui ont joué le jeu et qui se sont fait plaisir. Mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose. Après, il y en a qui s'arrêtent en passant, en montant, en redescendant des pistes, enfin des vacances. Mais ça va pas être le gros de la clientèle et les soldes, je pense pas que ça va jouer grand-chose non plus. Voilà, là j'attends l'été.
On estime qu'il s'est vendu 422 millions de livres en France en 2020, générant 2740 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les éditeurs. Un secteur économique qui reste donc porteur, et ce malgré la concurrence grandissante des livres version numérique, qui représentaient avant la pandémie un chiffre d'affaires de plus de 263 millions d'euros dans l'Hexagone. Il portait le dossard 12 ce jeudi au slalom de Zagreb. Victor Muffajandet a enfourché avant l'annulation de l'épreuve en cours de première manche. La Fédération française de ski a indiqué un peu plus tard qu'il s'est blessé pendant la course et souffre d'une fracture de la cheville droite. Une blessure qui pourrait compromettre la participation du médaillé de bronze du combiné des JO 2018 aux prochains Jeux olympiques de Pékin qui se tiendront du 4 au 20 février prochain. Marie Bochet s'envolera quant à elle dans quelques jours pour les championnats du monde de ski handisport. L'athlète chambérienne a tenu une conférence ce jeudi avant le début des mondiaux. Ils auront lieu du côté de Lillehammer en Norvège du 8 au 23 janvier. La multimédaillée paralympique a hâte d'en découdre avant de partir pour les prochains Jeux de Pékin en mars. Elle a répondu aux questions de Luc Aruche, on l'écoute. Alors pour les mondiaux, on est encore en construction. Clairement, on a mis l'objectif et la pointe de forme sur le mois de mars, sur les Jeux. Donc là, au mois de janvier, j'ai envie de dire que je ne suis pas encore prête à 100%. Donc les objectifs seront toujours moins élevés que ceux qu'on a mis forcément pour les Jeux. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas remis les skis de vitesse, par exemple. Donc du coup, c'est vrai que c'est difficile de se positionner sur certaines disciplines. Après, je pense qu'on était un petit peu plus... pas froid, mais en tout cas, on prenait un petit peu moins d'ambition sur le début de saison, sur l'avant-saison, je dirais. C'était difficile de savoir où je me situais. On a eu une saison où tout le monde n'était pas sur le circuit non plus, donc un peu en manque de repères. Je pense qu'après ces premières courses, après ce mois de décembre, on a envie d'être un petit peu plus ambitieux avec mes entraîneurs. On a envie de se dire que voilà, c'est encore possible de faire des jolies choses. Donc est-ce que les objectifs sont plus élevés? Je ne sais pas, parce que est-ce qu'on en a vraiment douté? Je ne crois pas non plus, mais en tout cas, on sait qu'il y a des jolies choses à faire. Et nous restons dans l'univers de la neige avec notre invitée du soir. Il s'agit de la directrice de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, l'événement annuel de chien de traîneau en Europe. Bonsoir Annabelle Cam. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous tout simplement à quelques jours du lancement de cette nouvelle édition qui se tiendra donc à partir du 8 janvier jusqu'au 19 ? Eh bien, écoutez, on va bien, toute l'organisation se porte bien. On a hâte de pouvoir accueillir les concurrents samedi prochain et puis de retrouver finalement un format un petit peu plus normal de cette compétition avec du public qui, je l'espère, sera également au rendez-vous malgré en effet le contexte et le protocole sanitaire que nous devrons appliquer sur l'ensemble des sites de départ et d'arrivée. Alors vous avez devancé un petit peu mes prochaines questions. Est-ce que tout va se dérouler à peu près normalement justement dans ce contexte un peu perturbé encore ? Alors, tout va se dérouler normalement. L'ensemble des étapes vont bien avoir lieu. Les départs et les arrivées seront ouverts au public, contrairement à l'année dernière, en effet, où l'événement était à huis clos. La différence, c'est qu'en effet, on est soumis à une jauge de 5000 personnes par site de départ et d'arrivée et que l'ensemble des membres de l'organisation et des bénévoles et du public, etc., devront avoir un pass sanitaire valide et bien évidemment porter le masque sur l'ensemble des étapes. On sait que c'est une compétition internationale. Est-ce que tous les compétiteurs ont pu faire le déplacement malgré les contraintes qui restent aux frontières ? Alors, tous les compétiteurs ont répondu présents et seront bien là samedi prochain. On a la chance d'avoir des mushers qui proviennent en fait de 7 nations européennes. Donc, il y a un pass sanitaire européen, ce qui facilite en fait l'arrivée sur le territoire français. Donc, sur la catégorie Open, on retrouvera le français Rémi Coste qui tentera de bringuer son 6e titre. Il aura face à lui tout de même une Norvégienne, Sissel Wolf-Molmen, qui sera présente et qui a, dans les éditions passées, fait de nombreux podiums. Puis il y a également, on pourra compter sur les Allemands qui seront également venus en force cette année pour essayer de batailler sur, en tout cas, des places sur le podium final. Et puis sur la catégorie Limited, la Française double championne Cindy Duport remet son titre en jeu. Et elle aura face à elle également sur sa catégorie 2 concurrents, Christian Perlwitz et Aurélie Delattre. Et donc voilà, ça annonce une belle compétition sportive avec du suspense, je l'espère, jusqu'au bout de la compétition. On l'espère aussi. Alors vous avez évoqué les différentes catégories, les différents formats de course. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ?
Alors, on a deux nouveautés, deux nouvelles opérations spéciales. La première qui aura lieu sur l'étape de Megève, qu'on appelle l'Odyssée pour tous, qui est une course de chien de traîneau qui est organisée avec l'IME de Cluse. Donc, c'est une course de chien de traîneau pour des enfants en situation de handicap. Donc, un vrai projet pédagogique que l'IME de Cluse avec Decathlon travaille depuis septembre sur un projet de développement personnel dont la finalité du projet est l'événement lui-même. Et puis, on organisera également sur l'étape de Bessan une odyssée spéciale qui s'appelle l'Odyssée des Espoirs et qui est une course de chien de traîneau qui est réservée au pôle espoir de la Fédération française des sports de traîneau. Alors, dans les rendez-vous plus habituels, vous avez maintenu l'étape, la mythique étape du bivouac à Valseny. Pourquoi cette étape est si incontournable ? Alors, cette étape est incontournable puisque la Haute-Maurienne et aussi la Haute-Maurienne vanoise est un terrain de jeu historique de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc puisqu'on y est depuis 2005. C'est une étape, et la seule et unique étape qui a lieu sur 2 jours avec ce bivouac qui se tient au col du Mont-Cenis où les mushers sont en autonomie durant la nuit avec leurs chiens. Et donc, c'est une belle étape sur un beau terrain de jeu avec une étape le lendemain qui se déroule autour du lac du Mont-Cenis. Et donc, elle fait partie depuis le début de ces étapes qui ont leur place sur le parcours de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Vous avez évoqué les enjeux sportifs. Il y a aussi un enjeu économique, notamment pour les stations qui accueillent des étapes. Quelles sont les retombées, justement, pour ces villages ? Alors, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, pour l'ensemble des territoires qu'on traverse, c'est un événement d'image avec des retombées économiques qui seront dans un premier temps indirectes. Une station va accueillir un événement comme celui-ci parce que c'est une vraie vitrine. Les images sont reprises sur de nombreux médias français avec de grandes chaînes et puis également à l'international. Et puis, c'est un événement également qui fait venir du public et donc forcément qui génère des retombées économiques directes pour le territoire. Est-ce que vous imaginez que, si on se projette un petit peu dans l'avenir, que ces étapes pourraient changer ou alors est-ce que ces stations que vous avez choisies sont vraiment adaptées particulièrement à ces courses ? Alors, ces étapes qu'on choisit, elles sont adaptées, mais c'est vrai que dans le cadre de l'organisation d'un événement, on est toujours aussi amené à rechercher de nouveaux parcours, à chercher de nouveaux territoires à traverser. Et donc, il y aura quelques changements pour les 3 prochaines éditions, donc 2023, 24, 25. On est en train de travailler sur ce parcours qui aura lieu en Haute-Savoie et en Savoie, mais on réserve de nouvelles surprises pour 2023 avec de nouvelles stations qui devraient entrer dans le programme de l'événement. Bon, on espère en tout cas déjà que cette édition 2022 se déroulera bien et on suivra d'ailleurs tous ces résultats sur 8 Mont-Blanc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Annabelle Cam. Merci, au revoir. À bientôt. Annulés l'année dernière, les Safety Shred Days sont de retour cette année à La Rosière. L'événement créé par le snowboarder Victor Davier a pour objectif de former le grand public aux gestes qui sauvent en montagne. Comment réagir après une avalanche, comment éviter les risques, comment rechercher une victime. Ce mercredi, une 40aine d'enfants a participé à une mise en pratique. Sébastien Germain et Maël Aubert ont bravé des conditions météo hivernales pour suivre cette démonstration. Regardez. Ces jeunes snowboarders font partie des ski clubs de La Rosière, de la Clusaz, de la Plagne ou encore des Sept-Lots. Ce mercredi, malgré une véritable purée de poids, ils ont pu bénéficier des conseils de riders professionnels pour descendre le bank slalom de La Rosière. Cette 40aine d'enfants étaient présents dans la station savoyarde à l'initiative de Victor Davier, snowboarder freeride et créateur des Safety Shred Days, un événement consacré à la sécurité en montagne. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans un milieu qui m'a beaucoup apporté, notamment pour les enfants. Je trouve que c'est vraiment important de transmettre notre savoir. J'ai personnellement été victime de 2 avalanches, où j'ai eu beaucoup de chance, je m'en suis sorti. J'ai aussi participé à des secours qui se sont plus ou moins bien terminés. Et ça m'a vraiment marqué, ça m'a donné envie justement de créer les Safety Shred Days. C'est super important de se former, même nous qui sommes professionnels et qui évoluons dans la montagne depuis de nombreuses années. Chaque année, c'est super important de se reformer, reprendre les bonnes habitudes sur le secours en montagne, sur le maniement du DVA, des bonnes pratiques à avoir en montagne. Et pour matérialiser concrètement cette initiation à la gestion des risques et au secours, différents ateliers ont été mis en place l'après-midi. Au programme, détection de DVA, nivologie, sondage, pelletage ou encore gestes de premier secours. C'est très important de bien écouter et de bien comprendre ce qu'il faut faire et à la fin de la journée, si on arrive à faire ça, on arrive à sauver des vies.
Je pense que j'ai bien aimé le sondage. Je pense que c'était un des plus durs. Et ouais, j'aimerais bien essayer, pas essayer, mais j'espère que ça ne se reproduise pas une avalanche. On a appris à sauver des victimes dans des avalanches et apprendre à se servir des ARVA et de tous les systèmes pour retrouver les gens. Et pour l'ANENA, l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, ce type de formation est plus que bienvenu. Les enfants qu'on a aujourd'hui, ils sont quasiment tous en club et on se rend compte qu'en fait les coachs sont sensibles à cette démarche-là et viennent sur ces événements pour les former. Donc ils les forment déjà eux au sein de leur club et ils ont recours aussi à l'ANENA par le biais de sessions de formation. Cette 4e édition des Safety Shred Days, la première organisée à La Rosière, se poursuit jusqu'au 9 janvier prochain. Rappelons que lors de la saison 2020-2021, l'ANENA a recensé 40 décès dans des avalanches. Cette édition touche à sa fin. Merci à toute l'équipe pour sa préparation. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouverez le bulletin météo de Thierry Paulme. Place ensuite au 4e épisode de Panorama. Suite et fin de cette émission consacrée à l'aviation du côté de Chambéry. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle page d'information. Rendez-vous à 18h. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne soirée sur 8 Mont Blanc.